Donc, comme Monsieur le Président l'a dit, mon thème traite de l'articulation entre la Mésopotamie ancienne et les Assyro-Chaldéens ou Assyro-Babyloniens ou Assyriens, comme vous voulez, d'aujourd'hui, qui se considèrent comme les héritiers à leur façon. En tout cas, ce n'est pas ça le thème de mon exposé, mais ce sentiment qu'ils portent en eux comme quoi ils appartiennent à cette civilisation. Avant de commencer mon exposé, permettez-moi de dire que sur ce sujet, j'interviens bien entendu comme universitaire et chercheur, et aussi en tant que témoin et acteur. En introduction, je dirais que la Mésopotamie n'est pas une simple histoire ancienne et les vestiges d'un passé révolu ou encore un souvenir poussiéreux. Elle s'inscrit au présent dans la mémoire de ceux qui se considèrent comme assyriens, mais pas eux seuls, on l'a vu au cours de ce colloque, où confluent des références à la géographie, à l'histoire, à l'anthropologie, au patrimoine matériel et immatériel, au droit, aux textes sapientiaux, aux traditions, aux mythologies, aux légendes, cristallisées autour de villes symboliques, Ninive, Assur, Sippar, Nippur, Lagash, Uruk, Nimrod, etc. Les fouilles archéologiques débutaient en 1842. On ne dira jamais assez le poids, l'impact que ces fouilles ont eu sur ceux qui se considèrent comme assyro-chaldéens. Les fouilles archéologiques débutaient en 1842 par les deux pays pionniers, la France et l'Angleterre, et le déchiffrement des tablettes et des inscriptions épigraphiques qui ont commencé en 1846 ont révélé au grand jour une civilisation, tirèrent la Mésopotamie de l'oubli et ressuscitèrent son passé. Ces découvertes eurent un retentissement mondial et provoquèrent l'admiration. Sur cette même terre d'Assyrie et de Chaldée, et dans ces mêmes endroits, est née l'Église d'Orient. Dans ses écrits scientifiques, le grand savant Ad-Dacher, qui a été supplicié par les Ottomans lors du génocide de 1915, qualifie ce pays dans son livre Tarikh Khaldo wa Atur. Il a écrit un livre en 1913, donc 2 ans avant son assassinat par les Ottomans. Il écrit un ouvrage en 2 volumes, quelque chose de remarquable, sur l'histoire de la Syrie et de la Chaldée, reprenant et faisant la synthèse de tous les travaux des archéologues, Joachim Ménan, Botta, Layard, et c'est quelque chose d'impressionnant, cet ouvrage. Et dans ce livre, il qualifie ce pays-là, la Mésopotamie, de, je cite en arabe, Ajdaduna, ce sont nos ancêtres, dit-il, auxquels il se dit affilié par Jinsan wa Watanan, par l'origine et par la patrie. En outre, il considère les habitants de ce pays, la Mésopotamie, indépendamment de leur dénomination religieuse ou ethnique, de Chaldéens et d'Assyriens qui sont, dit-il, un même peuple. De plus, il fait un parallèle entre l'expansion des Assyro-Chaldéens de l'Antiquité, on l'a vu à travers les exposés, et celle de l'Église d'Orient nestorienne. C'est intéressant. Ce parallèle, et il trouve là une continuité, et un peu le même esprit d'aller au-delà, d'aller au-delà, et c'est cette église nestorienne qui s'est propagée jusqu'en Chine et dont un des premiers sièges épiscopaux et épiscopaux a été la ville d'Elam, dont parlait tout à l'heure le professeur Tavernier. Car hormis la Bible et quelques réminiscences scripturaires, Ninive avait disparu de la mémoire des hommes de 612 avant Jésus-Christ jusqu'en 1842.
caché sous terre, touché, takhut ar'a. On voit l'expression dans les textes syriaques. Et son image éclipsée, longtemps entachée, d'une empreinte guerrière, donc négative. Dans son livre Les Assyriens, Maurice Vieira, en 1960, écrit ceci: « Aucun empire n'a aussi complètement, aussi rapidement échappé au souvenir des hommes. » Et inutile de dire que l'impact de cette révolution fut considérable sur les Assyriens, même s'ils n'avaient jamais perdu la référence à la Syrie et à la Babylonie, se considérant eux-mêmes assyriens et fiers de cette affiliation civilisationnelle. Mais l'année 1845-46 sera pour eux un nouveau départ, lorsque les premiers blocs et les bas-reliefs arrimèrent à Paris et à Londres. Et l'écho fut grand, et la presse française a publié une kyrielle d'articles là-dessus, et faisant justement le lien, vous voyez, entre le passé et le présent de ces communautés. Et cela s'est traduit par des visites sur place et la multiplication des publications et des rapports officiels. Quand on prend la date de 1845, on voit que les missionnaires, d'obédience presbytérienne, anglicane, catholiques, les dominicains, les lazaristes, les chancelleries occidentales, envoient des spécialistes sur place où ils demandent au consul de France, par exemple, Paul-Émile Botta, qui était à Mossoul, de faire des rapports sur cette communauté et sur ce lien qu'elle considère comme l'alliant à la Mésopotamie ancienne. Et cet événement a par ailleurs fortement renforcé la présence de la Mésopotamie, appelée, on l'a dit ce matin, Bet Nahrain. Bet Nahrain, c'est un terme araméen qui veut dire le pays entre les deux fleuves. Donc désormais, ce pays va donner une forme à leur pensée, à ces Assyriens, et façonner leur mentalité et leur quotidien. Et je la résume par cette phrase, parce qu'il y a beaucoup de chansons. On aura tout à l'heure un exposé sur la danse. Il y a beaucoup de chansons depuis, dont une Bet Nahrain Atriwat li Manshinnach. Bet Nahrain, tu es mon pays et je ne t'oublie pas. Oui, donc, en s'immergeant progressivement dans cette civilisation, ils s'y sont d'autant mieux reconnus qu'ils n'avaient pas disparu de leur littérature religieuse et profane, malgré les troubles qui avaient pu altérer sa perception et brouiller sa représentation mentale. Je me souviens, j'ai été une fois en Australie en 1987, en 1987, en 1987, oui, à Sydney, où je donnais des conférences sur la civilisation babylonienne, et j'ai vu par les questions, certains étaient assez marqués par la Bible, par l'Ancien Testament, par certains textes, et du coup ils n'osaient pas à certains moments se dire comme ça ouvertement, tellement ils pensaient à Jérémie, ils pensent à Isaïe, à Naoum qu'on a cité tout à l'heure, les malédictions qui ont été proférées contre ces civilisations, et ça, croyez-moi, ça a beaucoup marqué la littérature. Alors après cette introduction, mon exposé est divisé en 5 axes. Je le fais rapidement, mais je vous les donne d'emblée. Le premier, la Syrie, la Babylonie, la Chaldée n'ont pas disparu de la mémoire après la chute de Ninive et de Babylone. Le deuxième, redécouverte de l'identité assyro-babylonienne sur des bases plus solides à partir de 1880. La permanence de l'identité assyro-chaldéenne dans la littérature et dans la presse, le processus d'appropriation de l'identité par la communauté assyro-chaldéenne, et le cinquième, comment cette appartenance à la Mésopotamie se manifeste-t-elle aujourd'hui. Donc je vais être bref, je regarde l'heure. Le premier n'a pas complètement disparu. Quelques traces contemporaines, quelques traces. Le grand géographe français qui s'appelle Vital Cuinet. Vital Cuinet a écrit un livre qui s'appelle La Turquie d'Asie, qui fait 3 volumes. Et il a visité toute cette région.
en 1891 ou 1891. Il écrit ceci, je le lis. Les Nestoriens, cette communauté dont le nom tiré de sa religion n'indique en rien à quel peuple elle doit son origine, descend des Assyriens. Les Nestoriens descendent ainsi qu'ils le disent, en 1891, des anciens peuples de l'Assyrie et de la Chaldée. Voilà un exemple. D'autres exemples, le grand archéologue britannique Sir Layard, qui a écrit Nineveh and its Remains, dans ce livre, il consacre une partie aux Assyriens du Hakkari, parce qu'il a été leur rendre visite. Ces montagnards de Trouma, de Tiari, il a été leur rendre visite, et il dit qu'ils m'ont dit qu'ils étaient Assyriens, alors qu'ils n'avaient pas encore entendu parler des fouilles archéologiques qui avaient lieu à côté d'eux. Ils disent, on est Assyriens, et c'était le moment de la révolte, des massacres de Badr Khan, et il a été les soutenir, et également Paul-Émile Botta. En 1842, il contacte l'évêque chaldéen de Ahmadiyya, qui devient par la suite patriarche, Joseph Odo, et il lui apporte des secours pour les victimes assyriennes des massacres kurdes de Badr Khan. Des traces anciennes. Achiqar l'assyrien. Achiqar, c'est un sage assyrien qu'on retrouve dans le livre de Tobie, le lien avec la Bible, qu'on le retrouve dans le livre de Tobie. Achiqar c'est un scribe du roi Sanharib, Sennacherib, au 8e siècle avant Jésus-Christ, et il a écrit un livre en araméen. Déjà la langue araméenne donc était dominante en Assyrie, et ce livre a été traduit par François Naud, qui était professeur à l'Institut catholique de Paris. Prenez Béroz, c'est son nom grec, Béroz. C'est un chaldéen, de Babylone. Il s'appelle Barhosha, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Babyloniaca, dont malheureusement ne sont parvenus que quelques fragments. Aussi, il fait remonter l'histoire de la Chaldée vraiment à l'Antiquité, 4000 ans avant Jésus-Christ. Vous avez Tatian, qu'on appelle Tatianos. J'ai un article sous la main d'un Assyrien qui a écrit Tatianos Aturaya. Tatian l'Assyrien, qui au IIe siècle rentre de Rome, il arrive à Arbil, il était de Arbil, et il dit, je suis Assyrien. Comme quoi les Assyriens n'avaient pas disparu, même si on avait brûlé vif, les Mèdes avaient brûlé vif la population de Ninive, pour que rien ne reste de son passé. Vous avez également Bardessan, qui est du IIIe siècle, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Kitab Namus al-Atrawatha, Kitab Shara'i al-Buldan, le livre des lois des pays. Ernest Renan, dans ses travaux sur la langue sémitique, il dit que Bardessan est dans la continuité de la culture astrologique, astronomique chaldéenne. Vous avez également les sources grecques, les sources latines et byzantines, parmi lesquelles on peut citer Xénophon, on peut citer Strabon, on peut citer Hérodote, même si les auteurs grecs n'ont pas toujours été très objectifs par rapport à cette civilisation. Surtout la Syrienne, Hérodote ignorait totalement ce qui se passait. Ouais. Il a été en bas, il a été à Babylone, mais pas à Ninive. De toute façon, il ne restait plus de signes de Ninive. Et nous avons également les historiens et chronographes syriaques. Ça, c'est extrêmement important. Je travaille beaucoup sur ces textes. Les historiens et chronographes syriaques, depuis le IVe siècle jusqu'au XIIIe siècle et même plus loin, il y a des traces, de cette civilisation et une conscience d'appartenance à ce passé. Par exemple, dans les livres syriaques, même de l'église syriaque orthodoxe, on voit par exemple si un évêque il est de Mossoul, on dit Othuroyo, il est assyrien. Et je peux vous citer plusieurs exemples, mais comme je m'autocontrôle, j'ai peur après de ne pas pouvoir aller Mais on a énormément, vous voyez, j'ai des textes sous la main.
j'ai Évêque Jésus de Nosib, Audishu Barbricha. C'est un livre qui a écrit au XIIIe siècle. Audishu Barbricha était métropolite de Nosibine et d'Arménie, parce qu'il y avait une section de l'église d'Orient en Arménie. Et dans son livre Kunashat Qanoun Isunhadiqaye, anthologie des canons synodaux de l'église, il dit dedans, quand il parle des sièges patriarcaux de l'église, il dit Qad mo'it min Babel. Il dit Primo loco est Babylone, parce que ça a été traduit en latin. Il considère le siège de Babylone comme le siège symbolique, et il dit pourquoi. Il le justifie, entre autres, parce qu'il dit Babylone est la capitale des Assyriens. On est au XIIIe siècle. Et c'est vrai qu'il y a eu, en revanche, il y a quelques textes qui sont négatifs, vu ce lien, vous voyez, ce lien avec la Bible. Et par moments, il y a des textes qui sont de type assez négatif à l'égard de cette civilisation, parce qu'on n'avait que la Bible comme livre de référence historique. Et ça également, j'ai des textes à ce propos. Deuxièmement, redécouverte de l'identité assyro-chaldéenne sur des bases plus solides à partir de 1840. On peut dire que le 19e siècle est le siècle des Lumières. C'est le siècle des Lumières pour les Assyro-Chaldéens et de leur renaissance. Il y a une profusion de textes en araméen qui paraissent quelque chose d'extraordinaire. Oui. À partir de 1838-1840. Il y a des revues qui paraissent à Urmia, en Iran. Il y a des revues qui paraissent à Diyarbakir, à Kharpout. Il y a une revue qui s'appelle Zahrir Dbara, le rayon de lumière. Le rayon de lumière, et qui contient, je suis en train de recenser le nombre d'articles en araméen, c'est des publications en araméen, ainsi que dans Khaled Shrara, La Voix de la Vérité, que le missionnaire lazariste publié à Urmia. C'est quelque chose d'impressionnant de voir le nombre. Et pour faire le lien avec l'archéologie, tous rendent hommage, tous les écrivains. Il faut voir le nombre d'articles qu'il y a. À ce que ce musée du Louvre a produit, et à ce que les Anglais ont produit, et qui a beaucoup aidé ces populations, à reprendre mémoire de leur passé, quand on a découvert que le même Assurbanipal qui était guerrier, puisqu'on n'est présenté que guerrier, donc on a découvert la bibliothèque d'Assurbanipal, tous les documents sumériens acadiens qu'il avait rassemblés, collectés. Voilà, il paraît que George Smith, quand il a annoncé ça en Angleterre, surtout le déluge babylonien, voilà, alors les spécialistes n'en revenaient pas, de voir tout ce passé extrêmement culturel et pas seulement guerrier, de cette et donc ces déchiffrements des tablettes ont joué un rôle déterminant à ce propos. Je citerai Joachim Menon et Jules Aupert. Joachim Menon, qui a écrit Babylone et la Chaldée, il a écrit en 1875 aux éditions Maisonneuve à Paris. Jules Aupert, qui est un des premiers qui ont déchiffré l'écriture cunéiforme, Jules Aupert, également en 1878, en 1878. Maintenant, concernant la permanence, c'est-à-dire comment elle s'est perpétuée, d'abord les églises, vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'église chaldéenne s'appelle l'église des Chaldéens de Babylone. L'église nestorienne, elle ne s'appelle pas l'église nestorienne, elle s'appelle Itat Aturaïd Madencha, l'église assyrienne de l'Orient. Jamais il y a eu le mot nestorien, et la référence, vous voyez, a été, les protestants également ont été perpétués. Et sur un autre exemple, c'est le génocide de 1915. Le génocide, toute la littérature sur le génocide, quelle que soit son origine, dit massacre
on utilise très peu chrétien d'Orient. Aujourd'hui, on utilise plus chrétien d'Orient qu'avant. On disait les Assyro-Chaldéens et les Arméniens, c'est créé par les Turcs. L'abbé Joseph Naïm qui était chaldéen. Vous avez on peut citer une multitude, merci, une multitude, voilà, je la mets là. On peut citer une multitude d'exemples. Et sur les massacres de 1933 en Irak. Il y a eu de grands massacres en Irak. Et également, il y a eu beaucoup de travaux. Et à cette occasion, j'ai le plaisir de porter à votre connaissance qu'un des premiers qui était mon maître, qui a écrit des textes juridiques, est le père Joseph Thomas Delos, qui était professeur de droit à l'Université catholique de Lille, et qui était de Béthune, et qui a publié dans la Revue générale de droit international public. En 1934, j'avais écrit à Madame Brun, il y a quelques années, elle m'avait mis en contact avec les archivistes, et du coup j'ai trouvé beaucoup d'autres textes. C'est un grand maître, c'est un dominicain, un grand maître en matière de droit international. Donc souvenons-nous de son nom, Joseph Delos, et son nom religieux Thomas. Donc vous voyez le lien avec la Mésopotamie. On peut ainsi citer les journaux qui paraissaient à l'époque également. Et je passe au cinquième point. Comment cette appartenance à la Mésopotamie se manifeste-t-elle aujourd'hui? Aujourd'hui, il existe un sentiment unanime d'appartenance à une même nation, à un même peuple, malgré la différence de dénomination. C'est un grand problème interne à la communauté. Par quel nom doit-on l'appeler? Bon, on va laisser ça de côté. Mais il y a, indépendamment de ces différences, il y a un attachement à l'histoire ancienne de la Mésopotamie, à Sumer, Akkad, etc. Quelques exemples, rapidement, quelques exemples. Le Nouvel An assyro-chaldéen, le Nowruz assyro-chaldéen, le 21 mars, est fêté partout dans le monde. Et à cette occasion, on pense aux processions de Babylone. Les noms mésopotamiens servent de repères d'identification et rivalisent parfois avec les noms à consonance biblique et chrétienne. Le nom de Sargoun, le nom d'Assur-Banipal, de Asarhaddo. Moi j'ai vécu là-dedans quand j'étais en Syrie, dans cette ancienne région mosaïque de Mitanni, qui est maintenant le nord-est de la Syrie, où tous ces noms, et même parfois ils éclipsent les noms chrétiens. Avant on utilisait beaucoup de noms bibliques, et depuis on utilise moins, etc. Il y a des références à l'ancienne Mésopotamie, le poème de la création, Enuma Elish, la descente d'Ishtar aux enfers, l'évocation du déluge, le code de Hammurabi, les cartes de vœux, j'en ai même avec moi, je peux vous les montrer. Il y a les danses, les chants, les bibliothèques. À Chicago, par exemple, où j'étais il y a 2 ans, Ashur-Banipal Library, elle s'appelle, assyrienne, et qui a à Chicago par Assyrian Foundation of America. Elle porte le nom de Ashur-Banipal. Il y a des publications, beaucoup de publications à ce sujet. Vous avez Ninoué Magazine, qui paraît à Sarcelles, en France, et qui s'appelle Ninoué Magazine, Ninive Magazine, et qui tourne autour de cette civilisation, vous voyez, de ce passé. Il y a la poésie, il y a la musique, il y a la danse, dont la danse, il y a les chansons, le théâtre, l'art, les traductions. Il y a une littérature à profusion en langue araméenne et aussi en langue arabe, en langue turque et en d'autres langues. Il y a une multiplicité d'associations qui portent le nom, soit assyrien, soit assyro-chaldéen dans le monde. Il y a les films documentaires, dont le film de notre ami, mon ami Naharobit Kende, qui m'a également donné récemment, vous voyez, une photo de l'entrée d'une église syriaque dans l'Autor Abdin, où l'évêque Mar Barsoum est présenté au Thouroyo. C'est écrit, j'ai le texte sous la main, et beaucoup d'autres exemples. Je termine en conclusion. Au terme de cet exposé, on peut dire que le lien des Assyro-Chaldéens à la Mésopotamie est de l'ordre du consubstantiel
et de l'affectif. Et là, on n'y peut rien. C'est quelque chose... et continuent à irriguer leur vie aujourd'hui et favoriser leur solidarité et la nourrir avec l'Irak et la Syrie. Et merci de votre attention et de votre patience. Merci. Eh bien, merci à nos 3 intervenants. Nous avons maintenant 14 minutes pour leur poser toutes les questions que nous voulons. Et donc, vous pourrez vous regrouper autour des uns des autres.